Le jeune homme que vous êtes en train de voir est Johan Zarco à 13 ans. J'ai dû battre mes temps sûrement et je suis très content de moi. Voilà. Et là, c'est encore lui dans la trentaine en 2023. Je suis content, voilà, j'avais visé ça, j'ai pu le faire. Et sur cette piste où on dirait qu'il n'y a rien qui veut aller pour moi, j'étais content quand même d'exploiter un peu mon style et de me faire plaisir avec. Les mêmes mimiques, la même gestuelle, pas grand chose n'a changé en 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Johan Zarco. Zarco est né le 16 juillet 1990 à Cannes. Ses premiers souvenirs avec la moto sont dans un magasin Suzuki non loin de chez lui. Il y avait une Piwi en exposition et Johan n'a pas pu s'empêcher de monter dessus. Mais et juste de monter dessus, j'avais dit « Ah, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi ». Il débute vraiment la moto à 9 ans, donc 2 ans plus tard, ce qui est assez tard en soi. De base, ce jour-là, il devait juste aller faire du karting avec son père. Mais Johan, voyant qu'il y avait des motos aussi, demande à en faire. Le propriétaire du circuit est alors impressionné par les tours de Johan. Je l'avais emmené pour faire du karting, juste à côté, à Marineland. Et lui, il a pris la petite moto. Il a dit « Oh, je fais pas du karting, je fais la petite moto ». Et de suite, il a su bien la faire fonctionner. Pendant qu'il roule, il demande au père à Johan depuis combien de temps il fait de la moto. Son père répond alors c'est sa première fois. Dans les semaines et mois à venir, Johan revient plusieurs fois sur ce même circuit. Au bout d'un moment, le proprio, en voyant les progrès de Johan, lui dit tout simplement d'aller s'inscrire à un motoclub qui se situe à Cagnes-sur-Mer. Petite précision tout de même, Johan fait absolument pas partie d'une famille de motards. À part son nom qui a un GS, ça a strictement rien à voir avec la piste. Sa carrière débute réellement lorsqu'il rencontre son mentor et manager, Laurent Felon. Petit aparté, mais malheureusement, Laurent Felon est décédé en 2022. D'ailleurs, son fils Lorenzo Felon était en mondial de 2021 à 2023. Il est actuellement en championnat d'Europe Moto 2. Voilà, c'était une petite info. Lorsque Johan rencontre Laurent, il travaille chez Polini, qui est un fabricant de pièces de moto et de scooters. Johan commence ainsi la compétition en Italie en 2004. Dans des courses de mini-moto. Je rappelle à ce moment-là qu'il a déjà 13 ans et qu'il a déjà roulé avec des 50 et aussi des 125. Ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est grâce à cette discipline qu'il a fait décoller sa carrière. De 2004 à 2006, il participe à des championnats européens de mini-moto. Et il se classe généralement dans les premiers, ce qui lui ouvre les portes de la Rookies Cup. À cette époque, la Rookies Cup c'est un tout nouveau championnat, qui est désigné comme l'antichambre de la 125 Moto 3. Pour ceux qui ne savaient pas, avant 2012, la plus petite catégorie dans le championnat du monde était les 125, qui étaient en 2 temps. Mais à partir de 2012, ce sont les Moto 3 qui ont repris le relais, cette fois-ci avec des 254 temps. Voilà, c'était la petite histoire pour ceux qui ne le savaient pas. Comme je l'ai dit, première édition de la Rookies Cup, et il gagne le championnat en fait. Première course, il est sur le podium, deuxième manche, il gagne au Mugello. Il gagne cette première édition avec 159 points, 57 points de plus par rapport au second qui est Lorenzo Savadori, 4 victoires dont 7 podiums sur 8 courses. Après une année comme ça, on se dit qu'il va sûrement monter en mondial. Mais non, Zarco intègre le Red Bull MotoGP Academy afin de participer au championnat d'Espagne. Il quitte son équipe en cours d'année car ils se sont aperçus qu'en fait les KTM dans son championnat n'étaient pas compétitives. Ils ont préféré entre guillemets poser leur valise pendant une année étant donné que Johan n'avait que 18 ans. Lors de cette année, il est invité par l'équipe Gabrielli en championnat d'Italie à Vallelunga. Il participe à 2 courses là-bas et il les gagne, trop fort. Juste après ces 2 courses, il participe à une journée test avec une Aprilia 125. Grâce à ces tests qui étaient vraiment concluants, Johan va signer avec le team WTR San Marino en championnat du monde 125. Pour son premier Grand Prix officiel, il y a vraiment une anecdote qui est drôle. La course a duré 4 tours. Ils étaient au Qatar et il a commencé à pleuvoir et en fait là-bas les évacuations ne sont pas adéquates. Il a terminé 15e et gagne donc un demi-point vu que la course a été raccourcie. Lors de cette saison, il rentre dans les points à 8 reprises et sa meilleure place à la fin d'une course est une 6e place. Pour
une première année, c'est vraiment prometteur. Il finit 20ème du championnat. En 2010, il reste dans cette équipe et son objectif est très clair, être régulièrement dans les top 10 en course. Zarco commence la saison par 8 courses d'affilée dans les points. Cette saison, il égale sa meilleure performance en course en Allemagne, où il finit encore une fois 6ème. Il termine au final 11ème de ce championnat en 2010. Alors là, préparez-vous parce qu'en 2011, ça va envoyer. Déjà, Johan quitte son équipe où il a passé ses 2 premières saisons en 125. Et il rejoint la moto officielle Derby chez Ajo. La saison passée, cette équipe a gagné le championnat 125 avec Marc Marquez. Ici, vous savez, ce mec pas très connu là. Cette saison, Johan espère monter sur ses premiers podiums, mais la victoire sera très dure à aller chercher vu que Nico Terol, et retenez bien ce nom, est resté dans la plus petite catégorie pour empocher le dernier titre 125. Lors du deuxième GP de la saison, la piste est très humide. Johan décide de pas prendre de risques. Il gère très bien sa course et se retrouve 4ème à l'entame du dernier tour. Faubel, qui était 2ème à ce moment-là, part à la faute. Notre Français à ce moment-là se rend compte qu'il est virtuellement sur le podium. À l'arrivée de la course, Johan a déclaré que ce dernier tour était le plus long qu'il ait jamais réalisé. Ça commence plutôt bien, deuxième course avec la Derby et il est déjà sur le podium. Lors du 5ème GP de la saison en Catalogne, Zarco se qualifie 4ème. Mais il a plu pendant la nuit de samedi à dimanche. La piste est quand même sèche mais avec de grosses traces d'humidité. Nico Terol, je vous avais dit de pas oublier son nom, part en tête suivi du Français. Les pilotes se lâchent pas de toute la course. Mais la moto de Terol est plus rapide en ligne droite. Johan n'arrive même pas à le suivre à l'aspiration, mais il est plus rapide que lui dans les virages. Dans le dernier tour, Johan est blotti dans les pots d'échappement du pilote Aspar, qui choisit de fermer la porte dans le dernier virage. En faisant ça, il sacrifie sa réaccélération. Johan arrive à le décroiser mais il le pousse dans l'herbe. La direction de course le pénalise de 20 secondes, il termine 6ème au final. Bon, dites-moi en commentaire, mais moi je pense que la pénalité est quand même méritée. C'est un coup dur pour Johan, mais il garde le moral. Lors du 9ème GP au Sachsenring, Johan monte encore une fois sur le podium. À l'issue d'un final serré avec Hector Faubel, le Canois pense avoir remporté sa première victoire dans le championnat, mais le pilote espagnol est déclaré vainqueur du Grand Prix. Les pilotes ne pouvant pas être départagés par la photo finish, le règlement sportif indique que la victoire doit être attribuée au pilote ayant fait le meilleur tour. Et devinez quoi? Bah c'est Faubel qui l'a eu. Mais sa première victoire arrive quelques mois plus tard, lors du GP du Japon. Zarco réalise la pole. En course comme fréquemment, Johan et Terol sont ensemble. Mais cette fois-ci, Faubel s'est joint à eux aussi. Ce dernier passe d'ailleurs Zarco, mais Johan le repasse immédiatement. Après ça, Faubel se fait décrocher. S'ensuit pas mal de dépassements avec Terol, mais l'Espagnol finit par faire une erreur. Zarco en profite instantanément pour s'échapper. Il prend alors 6 secondes d'avance et il gagne son premier Grand Prix. Lors de cette saison, Johan termine vice-champion du monde 125 à 21 ans. En 125, Johan aura fait 49 courses, 11 podiums, 4 pôles et une victoire. Et ce n'est pas pour n'importe quelle raison que je vous annonce ces stats, vu qu'en 2012, Johan passe en Moto 2 et il signe chez Japan Italy Racing. Notre Français découvre la catégorie Moto 2 et par la même occasion le moteur de 4 temps, vu que jusqu'à présent il roulait en 2 temps. Mais si vous avez écouté le début de la vidéo, normalement vous n'êtes pas perdu là. Du coup, beaucoup de changements et beaucoup de paramètres à intégrer en très peu de temps. Il se fixe pour objectif de finir dans le top 10, un peu comme en 2010. Au cours de cette saison, il réussit à rentrer 9 fois dans le top 10. Son meilleur résultat est une 4ème place acquise au Portugal, malheureusement du coup au pied du podium. Il achève cette saison en 10ème place avec 95 points et 3 abandons. La Dorna décide de lui décerner le trophée de Rookie of the Year en Moto 2. Alors en 2013, beaucoup de changements, vu qu'il change d'équipe et de moto. Il signe avec Cam Ioda Racing Project, et donc il délaisse le châssis Motobi qu'il avait en 2012 pour un châssis Sutter. Le pilote tricolore monte sur son premier podium dans la catégorie en Italie, en terminant 3ème. Lors de cette saison, il réalise 11 top 10 et 4 top 5. En fin de saison, lors du dernier Grand Prix à Valence, il termine encore une fois 3ème. Il termine ce championnat à la 9ème place avec 141 points et 2 abandons. En amont de la saison 2013, Johan et Laurent Felon, qui est son manager je le rappelle, créent ZF Grand Prix, qui accompagne et aide les jeunes pilotes à s'améliorer pour pourquoi pas les aider à être les futurs talents de demain. Ils ont pu créer ZF Grand Prix grâce au soutien de la Fédération Française de Motocyclisme. Ça fait quand même beaucoup de boulot pour Johan, il doit gérer une saison Moto 2 et en plus de ça gérer ZF Grand Prix. En 2014 il change encore d'équipe, il rejoint le team AirAsia Caterham et ce début de saison est vraiment très compliqué puisqu'en 9 courses il signe 3 abandons et 2 résultats blancs. Même si c'est compliqué, Johan réussit tout de même à monter sur le podium en Catalogne. En revanche il réalise une bonne fin de saison avec 6 top 5 dont 3 podiums en 10 courses. Il termine cette saison à la 6ème place avec 146 points. En 2015, Johan change encore d'équipe. Dites-vous que c'est sa 4ème saison en Moto 2 et il a changé 4 fois d'équipe. Mais là c'est pas n'importe quelle équipe vu qu'il retrouve Aki Ajo. Pour rappel, il avait roulé avec lui en 2011 en 125. La moto est dotée d'un châssis Kalex qui est réputé pour être un peu plus simple à mettre au point à cette époque. Et dès le premier GP, on voit que Johan est vraiment à l'aise avec la moto. Donc première course au Qatar et il est en tête à 4 tours de la fin. Mais malheureusement, il a un problème avec son sélecteur. Il peut plus passer les vitesses, il peut plus rétrograder
MotoGP. Comme vous le voyez sur la vidéo, même dans la ligne droite, il essaye de passer les vitesses à la main et il manque de peu de se prendre le muret des stands. Mais Johan n'abandonne pas, il réussit quand même à terminer 8ème de cette course. Zarco n'incrimine en aucun cas ses mécaniciens et se déclare plutôt heureux malgré tout d'avoir fait une très bonne course. Une attitude en soi qui lui permet de s'assurer un total soutien de son équipe pour la suite de la saison. Deuxième GP aux États-Unis. Il termine 2ème sur le podium et lors du 3ème GP en Argentine, il va chercher sa première victoire en Moto 2, tout en prenant la tête du championnat. Il réalise un super podium avec une 3ème place au Mans. C'est bon, la machine est lancée. Lors de cette saison, il réalise un record vu qu'il est le premier Français à remporter 4 courses lors d'une même saison. Bon, maintenant il a été battu par un certain Fabio Quartararo en 2021. Disposant de 70 points d'avance à 4 Grands Prix de la fin de la saison, il devient champion du monde. Vu que son rival Tito Rabat s'est blessé lors des essais du Japon et doit donc abandonner et déclarer forfait pour la suite du week-end. Une nouvelle petite victoire lors de l'avant-dernier Grand Prix en Malaisie qui lui permet d'achever cette magnifique saison avec un total de 8 victoires et de 352 points. En 2016, il obtient un contrat avec Suzuki en MotoGP pour la saison 2017, mais il reste tout de même dans son équipe en Moto 2. Attendez, je vais vous expliquer parce que là je pense que vous avez strictement rien compris. No. En fait, en 2017, Suzuki avait prévu d'avoir 2 motos satellites en plus des officiels, mais au final Suzuki n'a pas réussi à avoir ces 2 motos satellites. Suzuki a dû faire un choix entre Zarco et Alex Rins, qui à ce moment-là était en Moto 2 avec Johan. En fait, en 2016, Johan avait l'avantage d'un contrat sur Alex Rins, qui a finalement été choisi par l'équipe japonaise. David Ebrivio, qui était le directeur d'écurie de Suzuki, avait déclaré « Nous avions un contrat avec Johan Zarco lorsqu'il roulait encore en Moto 2 », ce qui veut dire que lors de sa dernière saison en Moto 2, il était sous contrat avec Suzuki, comme je vous l'ai dit précédemment. Nous avions à choisir entre Zarco et Rins, qui commençait à se révéler comme un talent. C'était un choix difficile à faire et on a finalement opté pour Rins. Donc en fait, Suzuki a fait signer un contrat à Zarco et au final, ils l'ont cassé au milieu de la saison. Mais vous allez voir, ça a été plutôt bénéfique pour Zarco au final. Mais revenons à la saison 2016 avant d'aller en 2017. Lors du premier Grand Prix de la saison, de nombreux pilotes dont Zarco réalisent un faux départ. En même temps, on va pas se le cacher, les feux rouges ont été très longs à s'éteindre et tous ces pilotes qui ont réalisé ce faux départ ont écopé d'un ride-through qui consiste à passer dans la voie des stands avec le pit limiteur et c'est quand même une sacrée pénalité. Johan entame ensuite une remontée pour terminer à la 12ème place. Mais la première victoire se fait pas beaucoup attendre vu que lors du 2ème GP en Argentine, il va chercher sa première victoire de la saison. Et oui, comme l'année passée. Bon, le Grand Prix de France, il est clairement oublié cette saison pour Johan vu qu'il est tombé et a terminé finalement 24ème. En Italie, au Mugello, il mène une lutte acharnée contre Lorenzo Baldassari et il remporte la course avec 30 millièmes d'avance sur l'Italien. Non mais vous imaginez la tête de Baldassari sur le podium, il se fait battre chez lui pour seulement 30 millièmes. Au GP de Catalogne, il remporte la course et là c'est un peu moins joyeux vu qu'il dédie tout simplement sa victoire au pilote espagnol Luis Salom qui est malheureusement décédé lors des essais de ce Grand Prix. D'ailleurs, Johan a été vraiment très touché de cette nouvelle. Après les qualifications MotoGP, il a été invité avec Pedrosa, Marquez et Lorenzo en conférence de presse. Et là, un journaliste pose une question à propos de la dangerosité de ce virage 12 où est mort Luis Salom. Mais je vais vous mettre l'extrait de la vidéo, ça sera beaucoup plus simple pour vous. It's a really shit question this to find where is the No, problem. it's not a shit question, you but it's not. you must almost shut up because you are looking for a problem that we don't need to think about this problem. So please don't ask this and don't try to find where is the problem because the problem is done yesterday. So shut up and keep it for you and you will see for the future. That's all. Don't find the problem. Who is right, who is wrong, because you are wrong, that's all. Cette conférence de presse, lorsque j'ai monté la vidéo, m'a montré en fait tout simplement que Johan est humain avant tout. Au Sachsenring en Allemagne, une nouvelle lutte acharnée oppose Zarco au local de l'étape, qui est Jonas Folger. Et cette fois-ci, il le bat sur la ligne pour 59 millièmes. Moralement, Johan les détruit. Entre Baldassari qui se fait battre pour 30 millièmes en Italie et Jonas Folger pour 59 millièmes dans son pays, ça doit vraiment être dur à digérer. À Silverstone en Angleterre, il s'accroche avec Sam Lowes après un freinage un petit peu osé. Il subit une pénalité quand même de 20 secondes. Il termine au final 22ème de cette course, mais après la course il déclara qu'il avait eu un petit contact avec un autre pilote précédemment et en fait son levier de frein était un peu tordu et il pouvait pas freiner correctement. Lors du Grand Prix de Malaisie, il gagne encore la course et en même temps il gagne le championnat Moto 2. Encore ce jour, c'est le seul pilote à être double champion du monde Moto 2. Pour célébrer son double titre de champion du monde Moto 2, Johan réalise sa célébration fétiche qui est le backflip. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais en fait à chaque victoire il fait un backflip au bord de la piste.
Il termine son parcours en Moto 2 à Valence avec une pole et une victoire pour bien enfoncer les autres pilotes. En raison de ses caractéristiques et tout particulièrement sa gestion de course, il est surnommé par les journalistes britanniques le professeur, en référence à Alain Prost en Formule 1. Il y a une stat qui est assez folle pour Zarco lors de ses 2 saisons avec Aki Ajo, c'est qu'il a terminé toutes ses courses. En 2 ans, en 2 saisons, il a terminé toutes les courses. En Moto 2, il aura fait 88 courses, 30 podiums, 15 pôles, 15 victoires aussi. Et du coup, si vous avez suivi, 2 titres mondiaux. Et là, vous avez compris, si je donne ces stats, ça veut dire qu'il va changer de catégorie. Et qu'est-ce qu'il y a après la Moto 2? Le MotoGP. Avant qu'on continue la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Un petit like aussi, bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, même si elle n'est pas encore finie. Alors en 2017, Johan monte en MotoGP. Il rejoint l'équipe française Tech 3 qui est dirigée par Hervé Poncharal. Et cette équipe dispose de motos Yamaha, qui à cette époque fonctionnait très bien, contrairement à maintenant. Oh là là, c'était gênant. Et au final, vous allez voir, c'est une bonne chose qu'il ait rejoint cette équipe parce qu'en fait, la Suzuki est moins performante que la Yamaha. Un mal pour un bien au final pour Zarco qui n'avait pas été retenu par Suzuki au détriment de Rins. Cette saison, Johan aura comme coéquipier Jonas Folger, l'Allemand qui est lui-même rookie. Je pense que vous vous souvenez de lui, il l'avait battu sur la ligne au Sachsenring la saison passée. Lors du premier Grand Prix de la saison au Qatar, Zarco se qualifie 4ème. On voit que directement, en fait, il est à l'aise avec la Yamaha. Mais attendez, c'est pas fini. Il prend un super départ et mène la course durant 6 tours. Malheureusement, il fait une erreur et il chute. Zarco's gone down at turn 2. Well, the dream is over. Il poursuit cette bonne dynamique lors des 2 GP suivants, en Argentine et à Austin aux États-Unis où il termine 5ème. En Argentine, il fait une super bataille avec Dani Pedrosa. À Austin, il a même été en lutte pour le podium contre Valentino Rossi. D'ailleurs, les 2 hommes se sont touchés. Et le premier podium se fait pas beaucoup attendre vu qu'il le réalise au Mans, en France. Au Mans, Johan prend direct la tête de la course, contre les 2 Yamaha officiels, de Viñales et de Valentino Rossi. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est quand même sa saison de rookie, et il se bat direct aux avant-postes contre les grands de la catégorie. Donc Johan prend la tête au Mans. Il se fait finalement dépasser par Viñales puis par Rossi. Il se fait un petit peu distancer par les officiels. Rossi fait finalement une erreur et tombe dans le dernier tour. Viñales va chercher la victoire et Johan est 2ème. Je trouve que l'histoire est quand même belle, premier podium en MotoGP et forcément il le fait au Mans. Alors les images que vous êtes en train de voir en ce moment sont en aucun cas fake. Dans la semaine avant le GP d'Assen, il a réalisé une promo pour les sponsors. Et donc ce jeudi là, il a roulé avec une GT3 McLaren sur le circuit d'Assen. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Le pilote qui conduisait la McLaren est Bruno Senna. Et en caméra embarquée, on a vraiment l'impression que c'est Ayrton Senna qui conduisait. N'empêche, Bruno et Ayrton Senna, en fait, ils se ressemblent beaucoup. Mais bon, bref, revenons au MotoGP. Et Johan ne perd pas de temps vu que le samedi, il va chercher sa première pole en MotoGP. Bon, par contre, la course est un peu plus compliquée, il termine 14ème. Il a quand même eu encore une touchette avec Valentino Rossi. Alors cette image, elle est mythique et je pense que vous l'avez déjà vue. Lors du Grand Prix de Saint-Marin, alors qu'il est 9ème, Zarco tombe en panne d'essence dans le dernier secteur du dernier tour. Je pense que vous commencez à le connaître, Zarco est un battant. Il réussit tout de même à pousser sa Yamaha jusqu'à la ligne et va chercher le petit point de la 15ème place. À Sepang en Malaisie, il réalise son 2ème podium après une stratégie assez osée sur les pneus. À Valence, lors du dernier Grand Prix de la saison, il est en lutte pour la victoire avec Dani Pedrosa. Malheureusement, entre guillemets bien sûr, il s'incline dans le dernier tour face au pilote espagnol et termine 2ème. D'ailleurs, Marc Marquez a fait un sauvetage monumental au premier virage. Il achève cette saison à la 6ème place du championnat avec 174 points, tout en obtenant les titres de meilleur rookie et du meilleur pilote indépendant. Pour la saison 2018, Tech 3 devait continuer avec le même duo qu'en 2017. Je vous rappelle qu'il était avec Jonas Folger durant cette saison. Mais l'équipe française a dû trouver un nouveau remplaçant, car Folger a été affecté par une maladie. Il se tourne donc vers le Malaisien Hafiz Sharin pour épauler Johan Zarco. Mais dans le même temps, Tech 3 annonce la fin de son partenariat avec Yamaha pour s'associer avec KTM en 2019. Oui, ça fait beaucoup d'annonces pour un début de saison. Pour le premier Grand Prix de la saison au Qatar, encore une fois, Johan est victime d'une chute aux essais. Une chute qui n'aura en tout cas pas entamé sa confiance, car lors des qualifications, il va chercher la pole. C'est sa 3ème au MotoGP. Lors du départ, il arrive à garder sa pole position en effectuant un extérieur sur les 2 Honda officiels. Après ça, la guerre commence. Le français commence à se battre avec Rossi, Marquez et Pedrosa. Mais derrière ce groupe, il y a un autre Italien qui a pas dit son dernier mot. Il s'agit d'Andrea Dovizioso. Avec une VMAX de folie, la Ducati de Dovizioso revient aux avant-postes. Rossi et Dovi commencent à se dépasser dans tous les sens. Et pendant ce temps-là, je le rappelle, mais Zarco est toujours premier, suivi de Marquez. Après avoir mené les 2 premiers tiers de course, Dovizioso et Marquez passent Zarco. En prime, une belle touchette entre l'espagnol et le français. À partir de ce moment-là, Zarco perd du rythme. Il rétrograde jusqu'à la 8ème position. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il a été victime d'un souci au niveau de ses pneus en fin de course. En Argentine, il signe le 3ème temps en qualification. Il fait un plutôt bon départ vu qu'il arrive à s'accrocher au groupe de tête. Dans l'avant-dernier virage, il tente un dépassement sur Dani Pedrosa. Mais ce dernier sort dans une trace d'humilité. À ce moment-là, l'Espagnol fait un terrible side. Il s'en sort heureusement sans dommage corporel.
Zarco est dans le groupe de tête avec Miller, Crutchlow et Rins. Miller fait une petite erreur et laisse la tête à Crutchlow, suivi de Johan. Crutchlow se loupe et Zarco prend la tête. L'anglais repasse le français dans la ligne droite. Les deux hommes lâchent complètement Rins, mais malheureusement c'est l'anglais qui s'impose. D'ailleurs Lucio avait l'air très content. Honnêtement, je pense que je vais vous faire une vidéo à part entière de ce GP parce qu'il est juste exceptionnel. J'aurais aimé tellement vous détailler, mais on n'a pas trop le temps là. Au Grand Prix de France, au Mans, Zarco réalise encore une fois la pole. Mais avant le départ, on sent que la pression monte. Il se loupe un peu au départ et se fait passer par 4 pilotes. Mais il se laisse pas faire et passe 3 pilotes à la Dallop. Ouais, croyez-moi là, il fallait oser. Devant, Lorenzo a un très bon rythme. À ce moment-là, Johan est pris en sandwich entre les deux Ducati officiels. Dovizioso arrive à prendre la tête mais tombe dans le virage où il a doublé Zarco quelques tours avant. Le pilote s'en sort sans dommages corporels comparé à sa moto. Jorge Lorenzo récupère la première place, suivi de Zarco et Marquez. Ce dernier arrive à passer Zarco au S bleu. Mais notre chouchou national se laisse pas faire, il le repasse à l'Ardalop. Mais au garage vert, Zarco fait tout ce que les Français redoutaient. Il tombe. Trop prendre d'aise. Oh, la chute de Johan Zarco. C'est dur pour le Français. What a disaster. A bad mistake. Malheureusement, ça se voit visuellement, il rentre un peu trop large et perd l'avant. C'est la stupeur chez Tech 3 et dans le public français. Johan repart pas et abandonne. Mais comme le dit le commentateur sur France 3 à ce moment-là, ce n'est que partie remise. Et restons positifs, hein, ce n'est que partie remise, mais bien sûr, quelle déception. Et malheureusement, après ça, Johan ne réalise plus trop de grosses performances. À part une 5ème place et un beau podium en Malaisie. Mais avant de vous parler de la Malaisie, je dois vous parler de l'Australie. Après un départ assez mitigé, Zarco arrive à remonter. Et alors qu'il reste 22 tours, Marquez passe Zarco dans la ligne droite. En prenant les freins, l'Espagnol se rabat devant lui. Le Français est surpris et ne peut pas l'éviter. Bon, on va pas se le cacher, les images font vraiment froid dans le dos. Après cette chute avoisinant les 300 km/h, le pilote Tech 3 s'en sort totalement indemne. Enfin, à ce niveau-là, c'est pratiquement un miracle. À Sepang, en Malaisie, Zarco s'élance bien. Il est deuxième derrière Rossi. Mais Marquez récupère la deuxième place après une petite erreur de Zarco. Alors là, celle-là, on s'y attendait pas, mais Rossi tombe. Marquez récupère la première place et s'envole littéralement. Notre Français finit par céder sa deuxième place à Rins. Il finit donc troisième. À la fin de cette saison, il obtient encore une fois le titre du meilleur pilote indépendant. Et il termine 6ème au général avec 3 nouveaux podiums. La saison suivante, en 2019, il rejoint KTM avec la moto officielle. Je précise que cette moto est loin d'être performante. La saison passée, elle était régulièrement hors du top 10. Mais bon, Zarco s'est engagé et espère bien faire avec cette moto. Lors des tests à Valence en novembre 2018, le Français tombe quand même déjà 2 fois. En soi, c'est que des tests. On peut penser qu'il essaye beaucoup de choses sur la moto. Malheureusement, la saison se révèle cependant très difficile pour le Français. En fait, il arrive pas du tout à s'adapter à la moto. Je suis très sensible comme pilote et donc il y a vraiment un tas d'informations. Ils ont besoin vraiment de temps pour s'habituer et savoir me concocter la moto, on va dire, parfaite. Malgré de nombreuses modifications, celle-ci ne lui permet pas de trouver les meilleurs résultats et aussi d'éviter les chutes. Bon, désolé petit spoiler, mais malheureusement Johan est tombé quand même 17 fois cette saison. Déjà en ce début de saison, il commence déjà à se plaindre régulièrement aux ingénieurs et même dans les médias de sa moto. To hear constant in the press that the bike is bad, and we see he's not happy. So what future? En fait, le comportement de la moto lui convient absolument pas. Il n'arrive pas à trouver les bons réglages. À Jerez, il commence déjà à s'énerver dans le box. Because I'm like this, I cannot choose my life. And immediately you touch the gas, bike is sliding. Mais en fait, KTM fait tout pour l'aider. We tried everything we could do, I'm sure. En Catalogne, il arrive à aller chercher la 10ème place lors du GP. Arrivé à Brno en République tchèque, il va chercher la première ligne lors des qualifications. En fait, Johan se sent mal. Il a même dit à KTM qu'il comprenait même pas comment il pouvait être payé pour faire ce travail. Et c'est pas être bien payé pour rien faire. Ça me rendait malade. En Autriche, donc à la maison pour KTM, il annonce ne pas continuer avec le constructeur après 2019. En fait, l'absence de résultats du Français, couplée à de nombreuses critiques répétées publiquement envers la moto, ont poussé les deux parties à arrêter leur collaboration. Avant le GP de Silverstone en Angleterre, Johan s'est exprimé sur sa rupture. Eh bien, une sorte de sensation étrange. Je ferais une allemande de presque sauter sans parachute, puisque je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire l'an prochain. Mais oui, un soulagement de choses qui rôdait en moi, qui me perturbait. À chaque fois finalement que je donnais le max et que la sensation était la même sur la moto, que j'arrivais pas à faire ce que je voulais et que finalement je me retrouvais super loin. Et lors du Grand Prix, il provoque la chute d'Oliveira, qui est un pilote satellite KTM.
Là, c'en est trop pour le constructeur. Arrivé à Aragon, donc 2 grands prix plus tard, Zarco est présent mais ne roule pas. Il est remplacé directement par Mika Kallio. Pete Byrer, qui est le directeur de KTM, l'a appelé et lui a dit tout simplement qu'il ne finit pas la saison. Non mais vous imaginez ? Il m'a dit, viens pas à Aragon, tu finis pas la saison. Donc ça a été assez un choc. Alors là, tout un tas de rumeurs est arrivé. La rumeur Honda Repsol, vu que Jorge Lorenzo n'arrivait pas à performer avec la Honda. Aussi, il y a eu des rumeurs en tant que pilote d'essai avec Yamaha ou même Suzuki, ce qui était son idée de départ de base. Aussi un retour en Moto 2, vu qu'il voulait rester dans les paddocks. Mais Zarco exprime clairement son désir de rester dans la catégorie Rennes pour la saison suivante. Bugatti a commencé aussi à s'intéresser à lui pour le championnat du monde Superbike. Non mais vous imaginez à ce moment-là comment ça a dû bouillir dans sa tête. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, mais Johan a sûrement commis une erreur en rejoignant KTM en 2019. Et il semble évident que son choix avait été largement influencé par son manager, qui je vous le rappelle est Laurent Felon. Après cette rupture avec KTM, les 2 hommes se sont quittés. Début 2020, Johan a répondu sans détour à ce sujet à un journaliste. Oui, je sais, j'ai fait un petit bond dans le temps, mais vous inquiétez pas, on va revenir un petit peu en arrière après. Mais je préfère vous parler de ça maintenant, vu que l'aventure avec KTM est terminée. Et il a déclaré « Non, nous avons 0 relation. C'est un peu dommage pour ce divorce. Je pense que l'argent a tout gâché. Il a perdu ma confiance, alors nous ne pouvions plus travailler ensemble. Nous avons décidé de nous séparer et je suis totalement libre. » Johan ne travaille donc plus avec Laurent Felon. C'est quand même dommage qu'ils se sont quittés en grande partie à cause de l'aventure KTM. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui est arrivé à ZF Grand Prix, la structure que Johan et Laurent Felon avaient créée pour accompagner les jeunes pilotes français? Et bah Laurent, de son côté, a continué à accompagner les jeunes. À la mi-octobre, il y a une très bonne opportunité pour Johan Zarco. En fait, le team LCR Honda annonce la titularisation de Johan pour remplacer Takaaki Nakagami pour les 3 derniers grands prix de la saison, vu que le pilote japonais devait se remettre d'une opération chirurgicale. Johan est très content de reprendre le guidon et de rerouler. Je me sens bien, hein. Je me suis bien entraîné, j'ai permis de faire aussi le point sur pas mal de choses à la maison. Et là, je vois qu'il y a une certaine excitation qui commence à monter de plus en plus dans l'estomac, et ça faisait un petit moment que j'avais pas eu ça, donc c'est plutôt plaisant. Il finit 13e en Australie, ce qui est un plutôt beau résultat pour quelqu'un qui connaît pas la moto. Malheureusement, il abandonne les 2 dernières courses de l'année sur chute. D'ailleurs, à Valence, lors du dernier GP, il a vécu un très mauvais moment. Après avoir perdu l'avant, Johan se relève dans le bac à gravier pour aller chercher sa moto. Mais derrière lui, Iker Lecuona est aussi tombé. Johan ne voit pas la moto arriver sur lui et le fauche littéralement. Le français s'en sort sans blessure sérieuse, parce que à la vitesse où est arrivée la moto, à tout moment ça pouvait lui péter les jambes. D'ailleurs, petit aparté, mais gros respect à Iker Lecuona qui est venu voir le français pour voir s'il allait bien, parce qu'il a été salement secoué, n'empêche. Le lendemain de cette course, donc à ce moment-là il devait avoir légèrement mal aux jambes, le pilote français reçoit de nouveau un appel de Ducati. Johan avait déjà eu des liaisons avec l'équipe Avintia, mais il ne voulait pas les rejoindre. Je vais vous expliquer parce que là vous devez pas trop comprendre parce qu'il n'a pas vraiment de guidon pour la saison prochaine, mais il veut pas les rejoindre. En 2019, les pilotes Avintia sont Tito Rabat et Karel Abram. Tito Rabat a terminé 20e et Karel Abram a terminé 24e. En fait, dans cette écurie, ils ont pas les motos de l'année et les équipes techniques ne sont pas vraiment au point. Et finalement, Johan signe avec la structure espagnole pour la saison 2020. Car en fait, en 2020, Johan aura la moto de l'année et aussi une équipe technique Ducati, et non pas Avintia. C'est un peu comme s'il était chez Pramac ou l'équipe officielle à ce moment-là. Ça se présente bien. Des méfiances au mois de novembre lorsque j'avais cette opportunité d'aller chez Avintia. Mais Ducati m'ont bien fait comprendre que c'était un contrat avec eux que je faisais. Et j'ai intégré l'équipe Avintia, mais voilà, avec tout le support de Ducati. Johan remplace alors Karel Abram, qui avait encore une année de contrat en 2020. Après, ses résultats à Karel étaient vraiment pas en sa faveur. Ça faisait longtemps qu'il était en MotoGP et ne performait pas. Les objectifs de Johan en 2020 sont de ne pas figurer au-delà de la 10e place, voire du top 7. Mais je pense que vous le voyez arriver gros comme une montagne. Qu'est-ce qui arrive en 2020 ? Le Covid-19. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS. La Chine vient de confirmer que ce virus respiratoire, aux symptômes comparables à la grippe, était transmissible d'homme à homme. D'ailleurs en ville, plus de métro, de restaurants, les centres commerciaux ont tiré le rideau. Bon, on le sait, il a chamboulé le monde entier le Covid, dont le MotoGP. Comparé aux 19 GP qui étaient présents en 2019, cette saison il n'y en aura que 14. Et aussi il y aura des GP qui seront au même endroit, d'une semaine à l'autre, comme à Jerez pour la première course. Et d'ailleurs, en parlant de ces 2 courses, Zarco commence bien sa saison, vu que pour quelqu'un qui connaît pas encore totalement la moto, il termine 11e et 9e. Voilà, petit aparté, mais Fabio avait gagné les 2. Et c'est lors du Grand Prix de République tchèque, lors de la 3e manche, que Johan va se révéler. À Brno, Johan va chercher la pole, mais quelques instants avant, Fabio était dans un très bon tour pour aller lui chipper cette dernière. Fabio finit par tomber dans l'avant-dernier tour, et dans l'équipe Avintia, on exulte.
peux comprendre qu'il soit content, mais en soi c'est pas vraiment très correct de se réjouir de voir un pilote tomber. Mais bon, passons. Johan part donc en pole et perd 4 places malheureusement au départ. Les KTM roulent très très fort. Pour la petite info, Brad Binder avait récupéré le guidon de Johan pour cette saison 2020, chez KTM officiel. Binder a donc eu la possibilité d'essayer la moto 2019. Avant d'essayer la 2020 lors des tests. Johan et Binder avaient beaucoup discuté à ce propos parce qu'en fait Brad Binder comprenait totalement pourquoi Johan n'arrivait pas à utiliser la 2019. Il a dit que c'était une catastrophe par rapport à la 2020. Le step entre la 2019 et la 2020 est juste monumental. C'est pour ça que les KTM arrivaient à aussi bien performer à ce moment-là. Voilà, c'était la petite parenthèse. Du coup, comme je l'ai dit, les KTM roulent très fort. Johan se bat avec elle et Fabio Quartararo. Au virage 1, Zarco s'accroche avec Pol Espargaro. Après ce contact, il est sanctionné d'un long lap, qui selon moi est en aucun cas justifié. Randy Depugné sur Canal+ ne comprenait pas cette décision non plus. Long lap pour Johan Zarco pénalisé. Ouais. Le Français pénalisé par un long lap. Non mais honnêtement c'est... il va pas perdre de position. Si, Fabio va passer, mais le problème, voilà, c'est pas parce que c'est un pilote français, mais honnêtement, sa manœuvre, elle n'était pas voulue. Et aujourd'hui, je trouve ça vraiment dur pour lui. Voilà, tout simplement. Parce que Pol Espargaro écarte et revient sur la trajectoire, mais Johan était là. Et en aucun cas, Johan a bougé de sa trajectoire. Même chez Ducati officiel, on n'est pas du tout content, et c'est normal. Johan, à ce moment-là, était la première Ducati. Dites-vous qu'à ce moment-là, la deuxième Ducati était 11e, et c'était Dovizioso avec l'officiel. Là, j'ai rien à dire, profitez juste de ces images. Bon, pour les plus novices, peut-être que vous avez pas compris. Mais vous voyez, sur un circuit, il y a une trajectoire optimale. Et c'est sur cette trajectoire que la plupart des pilotes roulent. Sur cette partie optimale, l'adhérence est vraiment très très bonne. Mais où est le long lap? Là, c'est pas bon du tout. L'adhérence est vraiment très précaire. On appelle ça d'ailleurs que la piste est sale à cet endroit. Tout simplement parce que pas beaucoup de pilotes sont passés dans le long lap durant le week-end. Voilà, j'espère que vous aurez à peu près compris. Il arrive à résister à Rins en fin de course et finit 3ème de ce GP à Brno. En conférence de presse, il annonce très clairement ses objectifs de remplacer Dovizioso la saison prochaine chez les Rouges. C'est l'objectif de pouvoir avoir un beau contrat l'an prochain et sur une moto rouge c'est juste un rêve pour éventuellement remplacer leur pilote numéro 1 qui est Dovi. Moi je leur téléphonais pas parce qu'il fallait quand même que je puisse faire des courses avant, mais à un moment je leur disais je suis toujours dans le jeu, hein. Après ils me disaient bien sûr on croit en toi, sinon on t'aurait pas donné cette opportunité déjà cette saison à monter tout le team Avincia en puissance et te donner les techniciens qu'il faut pour faire fonctionner la moto. Pour un gars qui s'est fait virer de chez KTM officiel en courte saison l'année passée, et là, lors du 3ème GP, il est déjà pressenti pour peut-être rejoindre l'écurie officielle du Ducati. Enfin, c'est impressionnant. En arrivant en Autriche, les attentes de Johan sont très très hautes. Depuis le retour du Red Bull Ring, les Ducati ont tout raflé. C'est vraiment la terre des Ducati. Depuis 2016, elles ont tout gagné. Mais pendant le Grand Prix, il s'est passé ça. Zarco comes around and he's going to try and take a defensive line. Rossi's dodged it. À ce moment-là, on vient d'assister à un véritable miracle. Johan est juste devant Morbidelli à l'approche du virage 3. Zarco sur la zone de freinage se décale un petit peu. Mais en fait quand on regarde ses autres tours, il se décale à chaque fois comme ça. Morbidelli est surpris et peut pas l'éviter. L'Italien le tamponne et là les deux pilotes peuvent pas éviter la chute. La moto de Zarco reste sur ses deux roues et continue tout droit dans le bac. Elle arrive à percer le air fence, qui sont des protections au bord de la piste, et à traverser du coup et à arriver de l'autre côté de la piste. Mais sauf que de l'autre côté de la piste, il y a Maverick Viñales et Valentino Rossi à ce moment-là. Viñales passe juste devant la moto de Zarco, qui à ce moment-là est détruite. Quant à lui, Valentino Rossi voit la moto de Morbidelli passer juste devant son nez, et il arrive à passer juste à côté de celle de Zarco. Désolé, je me répète, mais c'est littéralement un miracle si personne est blessé gravement. Cette photo que vous êtes en train de voir me glace encore le sang, même quelques années après. On peut voir Viñales qui se protège la tête. À ce moment-là, la moto de Zarco vient juste de passer devant Viñales. L'Espagnol, pris d'instinct de survie, essaye de se protéger la tête avec ses bras. Il a lâché son guidon et il a mis ses mains sur sa tête. Rossi aussi a eu très très peur. Beaucoup de fans et de rumeurs disent aussi que Rossi a arrêté sa carrière la saison suivante à cause de cet accident. Et en soi, c'est totalement compréhensible. Et d'ailleurs, l'Italien n'a pas mâché ses mots vu qu'il a déclaré qu'il a presque failli être tué. Et ce n'est pas le seul, vu que Morbidelli, qui a été impliqué avec Zarco, l'a tenu comme responsable. Because my thoughts are that he should have get a punishment just to understand that what he did
was not correct. Dani Pedrosa aussi a déclaré cette manœuvre comme irresponsable. Enfin voilà, en gros plein de pilotes se sont mis contre Zarco à ce moment-là. Dites-moi en commentaire aussi si vous pensez que Zarco a fait une erreur, Morbidelli ou tout simplement que c'est un fait de course. Pour moi personnellement c'est un fait de course. Mais la direction de course en a décidé autrement, vu que pour le Grand Prix suivant qui se déroule au même endroit, au Red Bull Ring, il partira des stands. Johan finit ensuite la saison sur une bonne dynamique avec notamment 2 top 5. En France et à Aragon. Et jusqu'à la fin de la saison, il a été régulièrement premier ou deuxième pilote Bugatti. Il finit 13e du championnat avec 77 points, terminant ainsi devant son coéquipier qui est Tito Rabat. Petite info, mais Rabat a quand même terminé 22e avec seulement 10 points. Zarco rejoint la Ducati Pramac en 2021, grâce en grande partie à ses bons résultats en 2020. Cette saison, il aura la moto de l'année et un gros soutien de Ducati. Il a encore plus de techniciens qu'avec Avintia. Le 27 mars 2021, à l'occasion de la 4e séance d'essai libre du Grand Prix de Losail, il bat de façon officielle le record avec une vitesse de 362,4 km/h. Oui, c'est énorme. Quelques jours plus tôt, lors des tests sur ce même circuit, il avait déjà fait 357,6 km/h. Avec cette 4e séance d'essai libre, Johan est officiellement le premier pilote à dépasser les 360 km/h. Pendant les tests, il a déclaré qu'il se sentait très bien avec la moto et qu'il était en confiance. Je sors bien des virages, maintenant il faut réussir à tout enchaîner au mieux parce qu'il y a un potentiel pour aller très très vite. Et chez Ducati, on n'a pas manqué de dire qu'on avait une grande attente pour Johan. J'attends une très grande saison de la côté de Johan. À cause des restrictions avec le Covid, les 2 premières manches se dérouleront au Qatar. Bon, je vais pas attendre plus longtemps pour vous donner les résultats. Johan a fait 2 fois deuxième aux 2 courses. Le premier GP, c'est Maverick Viñales, le coéquipier de Fabio Quartararo, qui a gagné la course. Et le deuxième GP, c'est Fabio lui-même qui a gagné. Les 2 pilotes réalisent du coup le double français, ce qui constitue une première depuis 1954 en MotoGP. Bon, vous m'avez compris, MotoGP 500, catégorie Rennes. Et à l'issue de cette deuxième course, il mène alors le championnat du monde pour la première fois de sa carrière. Dans une interview avec Randy Depugnet, Johan n'a pas manqué de dire que sa moto était encore meilleure que la saison passée. Tu montes en puissance petit à petit. Quelles sont les différences avec ta moto de l'an passé et celle-ci? Au niveau sensation, tout est venu beaucoup mieux dès les premiers essais. Déjà un moteur qui marche mieux parce que je sentais qu'il y avait un bon moteur l'an dernier, mais j'étais pas premier, deuxième tout le temps des meilleures vitesses. Elle est également plus stable, plus facile à manier en virage. Il y a quand même une certaine technique, une certaine confiance à prendre. Malheureusement, lors du Grand Prix du Portugal à Portimao, il tombe. Il était un peu large aussi à l'entrée de ce virage et il a quand même tenté de mettre de la pression sur le frein avant. Au Mans, les pilotes partent en slick, mais il commence à pleuvoir au bout de quelques tours. Dans ce cas-là, la règle du flag to flag se met en place, qui consiste tout simplement à changer de moto. Vous arrivez dans les stands avec vos pneus slick et vous échangez tout simplement de moto pour avoir des pneus pluie. Notre Français est très fort dans ces conditions sous la pluie, mais il est encore plus impressionnant quand c'est sur du séchant avec des pneus pluie. À 6 tours de la fin, il dépasse Fabio qui était deuxième. Et là c'est quand même dommage parce qu'il a un meilleur rythme que Jack Miller, mais il n'arrive pas à revenir dessus. Enfin en tout cas il n'a pas eu assez de tours. Parce que Johan, quand il a dépassé Fabio, était à 7 secondes de Jack. Et à la fin de la course, il est seulement à 3 secondes 9. Il y aurait eu quelques tours de plus et c'était bon, il avait la victoire. Bon après on sait que Jack est fort à la bataille en course. Mais bon, c'est tout de même un nouveau podium et c'est une très belle performance pour Johan. Le GP du Mugello est marqué par le décès de Jason Dupasquier, qui le samedi est décédé en se faisant percuter par une autre moto en qualification. Comme quoi le risque zéro en moto n'existe pas. Beaucoup de pilotes ne voulaient même pas prendre le départ, ce qui est compréhensible. Mais finalement tout le monde est parti. La course n'est même pas partie qu'il y a déjà un élément qui vient perturber Johan. Hop, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, comme vous le savez, les pilotes font leur tour de formation tranquillement pour bien chauffer la gomme. Mais quand ils arrivent dans la ligne droite pour s'installer sur la grille de départ, ils font chauffer les freins. Je vous rappelle que c'est des freins en carbone qui sont sur les MotoGP et en fait, ils fonctionnent que dans une plage de température bien définie. Très clairement, faut que ça soit vraiment chaud. Donc les pilotes, avant de s'installer sur la grille, mettent des gros coups de frein. Ils font ça pour avoir la meilleure performance au freinage lors du premier tour. Et malheureusement, Bastianini, qui avait récupéré d'ailleurs la moto à Johan pour cette saison, a effectué une accélération et n'a pas pu éviter Johan qui était justement en train de faire chauffer ses freins juste devant lui. L'Italien vient le percuter et en fait fait un méga stoppie. Mais heureusement, la moto à Johan va bien. Elle a pas été trop endommagée, du coup ça va le faire. Au bout de quelques tours, les Français nous offrent une belle bataille. Johan commence à perdre un peu de rythme en fin de course et il termine finalement 4ème. Fabio de son côté a gagné la course et a rendu hommage à Jason Dupasquier. C'était un jour étrange. Il y avait beaucoup d'émotions honnêtement avant de commencer cette course.
Et voilà, c'était des conditions très difficiles avec cette minute de silence, de se reconcentrer pour faire une course. Et je pensais à Jason, j'ai beaucoup pensé à lui. Et cette victoire est pour lui. En Catalogne, à Barcelone, Zarco fait une belle course. À 3 tours de l'arrivée, il parvient à passer Fabio. Après ça, la combinaison de Fabio s'est ouverte, ce qui est un fait rarissime. Taking his chest protector out there. You can see his necklace and his bare chest. What's going on? What's happened to the leathers here? Zarco arrive un petit peu à remonter sur Oliveira, mais ne parvient pas à le doubler. Et c'est encore une deuxième place pour Joan. Je m'attarde un tout petit peu sur le Grand Prix de Misano, où Zarco a terminé 12e. Juste pour vous dire que c'est lors de ce GP que Fabio Quartararo a été champion du monde, et que c'est le premier à le réaliser en MotoGP. Après une deuxième moitié de saison moins fructueuse, Zarco termine à la 5e place au classement général, avec le titre de meilleur pilote indépendant, tandis que son écurie, du coup Ducati Pramac, remporte le titre de meilleure écurie indépendante aussi. Il termine cette saison à la 5e place avec 173 points et 4 podiums. Comme vous pouvez vous en douter, Joan a été reconduit par Pramac en 2022. En même temps, quand on vous désigne meilleur pilote indépendant et 3e meilleur Ducati juste derrière les deux officiels, je vois pas comment il aurait pas pu être reconduit. Arrivé en Indonésie, Joan fait une très bonne qualification, vu qu'il part 3e de la course. Mais le dimanche, des trompes d'eau s'abattent sur le circuit. Et on le sait, Joan adore ces conditions. Après un départ un peu compliqué, il se retrouve 5e à la fin du premier tour. Il est dans les projections d'eau des pilotes leaders et ne voit absolument rien. À 17 tours de la fin, Joan passe Quartararo. À 10 tours de la fin, il arrive à passer Rins pour la 3e place. Mais Fabio a pas dit son dernier mot, il arrive aussi à passer Rins. Il reste 6 tours de course, Joan et Miller sont à la bataille, ce qui profite à Fabio pour revenir sur eux. Dans ce même tour, Fabio arrive à passer Joan. Et Quartararo se débarrasse aussi de Miller. Et Zarco en fait de même quelques tours plus tard. Oliveira va gagner cette course après une course parfaite. Et nos deux Français complètent le podium. Vous êtes content? Je devrais être content parce que 3e en MotoGP c'est toujours bien. Mais j'ai eu besoin de temps pour comprendre le grip, donc j'ai perdu du temps. Et quand la piste était claire avec personne devant moi, je pouvais vraiment être très rapide. Mais c'était trop tard. 3e je prends. Au Portugal, Zarco calme tout le monde. Il va chercher la pole avec 5 dixièmes d'avance. Chez Suzuki, on prie que Johan Zarco rate son dernier secteur. Et nous on prie pour qu'il le réussisse. Aleix Espargaro 2e, et d'où il sort Aleix? Et Johan Zarco, il va faire la pole position. 42.003 pour la Ducati Pramac de Johan Zarco. 7e pole en MotoGP. Voilà. Super ce qu'a fait Johan Zarco. Normalement c'est Marquez qui fait ça. Pendant le GP, le départ est un peu compliqué. Et au premier virage, Johan arrive à freiner plus tard que les autres. Et il arrive à récupérer la 2e place juste derrière Mir. Après ça, Fabio arrive à le passer mais le gêne un petit peu. Joan se retrouve dans le paquet. Mais Zarco reste concentré et arrive à récupérer la 3e place. Au premier virage, il fait une petite erreur et Mir passe devant lui. Mais il profite de la puissance de sa Ducati et repasse la Suzuki. Et cette fois-ci, il arrive à tourner. Mais 2 tours après ça, Miller fait une grosse erreur. Oui, il vient de mettre au tapis Joan Mir. Fabio Quartararo gagne la course et Joan est 2e. Pendant la FP2, au Grand Prix de France, Joan nous fait ça. Condition, ce sera encore le cas demain. Et on surveillera. Oh, le tout droit de Johan Zarco dans les graviers. Là, il faut... Oh là 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 là, quelle image! Ouais, il a eu chaud. Pour la petite info, moi j'étais ici. D'où j'étais, j'arrivais à voir les motos passer au musée. Et je sais pas pourquoi, je décide de me retourner. Et là, je vois un mec passer Mach 12 dans les graviers. Sur le moment, j'étais un peu choqué de ce que je venais de voir. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là, le mec? Mais à la télé, on se rend absolument pas compte de la vitesse à laquelle il est passé dans le bac. Mais la moto a commencé à bouger. Et là j'étais inquiet, j'ai essayé de réaccélérer pour peut-être redonner de la stabilité parce que ça fonctionne bien ça normalement dans les graviers. Pardon? Et lors de la course, Joan termine 5e. Par la suite, grâce à ses bons résultats, Ducati officialise Joan pour 2023 chez Pramac. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura Johan Zarco dans l'équipe Pramac même en 2023. En Allemagne, lors de la course, il va nous faire un dépassement juste splendide. De choisir le moment opportun pour le faire. Et Vignales, quand il sera débarrassé de Di Antonio, il aura Jack Miller devant qui va rentrer, qui va passer par son long lap. Cette attaque de Joan dans le waterfall, ça on le voit très rarement. Jamais, on n'a jamais vu ça. En passant, il le fait sur Aleix Espargaro et les deux hommes s'apprécient pas vraiment. Il finit 2e de cette course. Après cette course, il obtient un triste record vu qu'il a 89 courses en MotoGP, 15 podiums et malheureusement toujours 0 victoire. À chaque fois, il lui manque un tout petit truc. Et oui, chez Pramac, on a changé de livret en cours de saison.
En Angleterre, Johan va chercher la pole lors des qualifications. J'ai l'impression d'avoir répété cette phrase 1 million de fois. Et lors du 5e tour, il perd l'avant alors qu'il était premier. Le secteur 2 alors qu'il était en tête. Il forçait Johan, il voulait partir bien sûr. Une chute, il n'y a pas eu gros changement au niveau trajectoire, au niveau freinage. Peut-être ce pneu avant médium n'avait pas assez de grip, mais là chuter comme ça met les boules quoi. C'est dur de mettre tout bout à bout pour aller gagner. Pendant le week-end du GP d'Autriche, Johan vient de terminer un tour rapide. Juste après le virage 1, il voit Aleix Espargaro arriver derrière lui. Oui, c'est bien lui qui l'a dépassé en Allemagne. Donc Johan le voit arriver et il décide de coller l'air pour pas le gêner. Mais ce dernier décide tout bonnement de passer Mach 12 juste à côté de Johan. Il manque de peu de toucher Johan et là ça aurait fait vraiment très mal. En plus on le voit que Johan le voit arriver, il se décale, il rase même l'herbe. À côté d'Espargaro, quand il passe Johan, il y a un boulevard à sa gauche. Et là vous devez vous dire, mais allez, Espargaro il a été sanctionné, une petite pénalité normale. Non, nada, il a rien eu. Enfin bon bref, Johan termine 8ème de ce championnat avec 166 points. Donc un petit peu en retrait par rapport à la saison dernière. Mais bon, on a remarqué que cette année il était vraiment aux avant-postes, mais malheureusement il a fait pas mal d'erreurs. Alors avant qu'on reparte pour une nouvelle saison avec Johan, notre Français pendant l'hiver continue d'entraîner les jeunes espoirs de la moto française. Ça se voit qu'il aime ça vu que même sans Laurent Felon, il continue d'entraîner les jeunes. Essaie de un peu mieux bouger ton cul et si tu fais ça, tu verras, tu vas être beaucoup plus précis dans tes virages. Et Johan se dit qu'en Espagne ou même en Italie, ils ont réussi à le faire, à développer cette discipline. Alors pourquoi pas en France ? On se dit mince, pourquoi pas le faire aussi en France ? Allez, c'est parti pour cette saison avec Pramac. Pour la première fois, ils se rendent à Portimao pour la première manche. Et là-bas, il termine 4ème. Mais c'est lors du 2e GP en Argentine que Johan va s'illustrer. Bon, déjà, il pleut. Et je pense que je vais me répéter, mais vous savez, Johan adore ces conditions. Il part de la 2e ligne et fait un plutôt bon départ. Johan gère sa course et vers la mi-course, il commence à remonter. Il est alors 7ème. Et en fin de course, on voit que Johan est très clairement plus à l'aise que les autres. Sur Alex Rins, allez Jojo, encore une place de gagné. Il est maintenant 5ème de nouveau. Ça y est. Et il va peut-être même attaquer avant la fin de ce tour. La jonction est faite. On voit. Oh, ici, voilà. Il s'est fait une ouverture énorme. Et là, du coup, il a pu en profiter sans effort. Johan Zarco, qui est maintenant 3ème. Il est virtuellement sur le podium. Et bien, en 2023, il coupe bien à l'intérieur. Ici, il a tout préparé, Johan Zarco. La différence de trajectoire, c'est impressionnant, Johan Zarco. 116 balles, ça passe. Johan Zarco à la 2ème position dans le dernier tour du Grand Prix d'Argentine, Rodney. Bon, à part Marco Bezzecchi qui est premier depuis le début de la course. Et voilà, Johan réalisant encore un podium. Au Grand Prix de France d'ailleurs, ça a été le 1000e GP et les pilotes nous ont bien gâtés parce que ça a été vraiment animé. Déjà avec l'accrochage entre Pecco et Viñales, ensuite l'accrochage entre Alex Marquez et Luca Marini. D'ailleurs Marquez a eu vraiment très chaud. Et après tout ça, Johan est dorénavant 6ème et nous sommes que au 6ème tour de la course. Je pense que vous le savez, Johan est très fort en fin de course. Johan passe 5ème et devant lui, il y a les 4 premiers qui sont Marco Bezzecchi, Jack Miller, Marc Marquez et son coéquipier Jorge Martin. Et là, c'est très chaud devant. Devant Johan, Marc Marquez se bat avec Martin, ce qui permet à Johan de refaire son retard. À 2 tours de la fin, on arrive au virage du musée. Martin fait l'intérieur à Marquez. Ce dernier se bat avec sa Honda qui est très compliquée. Il essaie de le recroiser mais il perd l'avant. Bezzecchi s'impose et les 2 Pramac complètent le podium. Johan est 3ème chez lui. Au Mugello, Zarco fait un départ un peu compliqué. Après le 2e tour, il est 10ème. Mais avec tous les faits de course, il arrive à remonter. Il se retrouve 4ème alors qu'il reste 9 tours de course. Et oui, en passant, livrée spéciale pour ce GP. Johan se bat avec Luca Marini, l'Italien, qui a une Ducati comme Johan. Mais autant vous dire qu'à l'aspiration, c'est compliqué de doubler une Ducati. 4ème place, elle est assurée. Mais bon, ça serait bien qu'il arrive à monter sur le podium. Ah, mais aspiration, il est mal placé. Oui, il est malin aussi ce Luca Marini. Mais là, cette fois-ci, peut-être au freinage. Oh, il freine fort, Luca Marini. On voit Johan Zarco là, qui est pressant à l'entrée du dernier virage. Allez, il va pouvoir bien évidemment passer à l'intérieur. C'est bon, ça passe. Est-ce qu'il va pouvoir se maintenir dans la ligne droite? Mais c'est passé, il est maintenant 3ème. Johan Zarco, encore un podium qui lui tend les bras. Alors qu'il reste maintenant 6 tours à couvrir de ce circuit du Mugello. Et on passe sur les lignes blanches aux couleurs de l'Italie et au freinage. Mais Luca Marini arrive à le repasser. Et là, la guerre est lancée. Il va se fatiguer, Luca Marini, ça bouge. Oh, il y va de nouveau, ça y est. Il commence à s'énerver.
Il l'a dit. Voilà, c'est bien, Johan. Et Johan arrive à s'imposer face à Marini et termine 3ème de ce GP. C'est son 18ème podium dans la catégorie MotoGP. En Allemagne, lors de la FP2, Johan est victime d'un terrible accident. Johan sortait des stands alors qu'il allait entamer son dernier run. Mais Marc Marquez, qui lançait son tour, perd l'avant au premier virage. En perdant l'avant, il percute de plein fouet Johan qui sortait des stands. Le choc est terrible. Marc Marquez se relève instantanément pour aller chercher sa deuxième moto au stand. Il ne va même pas voir si Johan va bien. Même pas une petite tape sur l'épaule, rien. Et d'après Marc Marquez, c'est de la faute de Johan. Pour lui, Johan n'avait rien à faire ici. I did the mistake, I crashed, but the guy who need to avoid that situation is the one that is going out from the pits. Because in the end of the quali, everybody's pushing, as we see many riders crash today, because here it's easy to lock the front. But yeah, this time lucky we escaped from that one, and yeah, we will continue the weekend. Et là, Zarco lâche la meilleure réponse possible. Il est venu à notre micro et pour lui, finalement, il dit que c'est vous qui auriez dû faire attention. Bah oui, mais ça c'est la grande capacité des champions, de retourner tous les problèmes vers les autres. Et lors de la sprint, l'après-midi, Johan nous lâche cette dinguerie. De Luca Marini. Ça peut profiter Johan Zarco qui plonge. Oh, Johan Zarco à l'entrée du waterfall qui va venir carrément pousser Brad Binder. Eh bien dites donc, on lui disait qu'il n'était pas assez agressif. Alors là, je vais vous dire, de l'agressivité, il en a donné énormément. Forcément, investigation après ce dépassement. Mais bien heureusement, Johan n'est pas pénalisé. Pour une fois d'ailleurs. Et à la fin de la course, le dimanche, Johan va chercher la 3ème place. En réalisant cette performance, ça fait 3 GP qu'il a la 3ème place. La France, l'Italie et l'Allemagne. Lors du Grand Prix d'Autriche, Johan Zarco annonce qu'il va s'engager avec LCR lors de la saison prochaine, pour 2 saisons avec une en option. On annonce une signature quand même. Mais je vais vous expliquer ce choix vu qu'il est un petit peu étrange à première vue. Pour 2024, le constructeur italien lui a proposé un contrat d'1 an, puis un départ en Superbike en 2025. C'est un peu étonnant quand même de la part du constructeur, parce que Johan fait des bons résultats en soi. En plus, en 2024, il aurait eu un contrat Ducati, mais c'était même pas sûr que ça soit avec Pramac. Ah! Johan a donc préféré la stabilité en rejoignant Honda, qui lui propose un contrat de 2 saisons avec une en option, malgré que ça soit une moto qui ne gagne plus. Mais après ces 3 week-ends, il s'est plus passé grand chose. À part une 4ème place en Catalogne, les résultats ne sont pas vraiment là. Mais lors du 16ème GP, tout bascule. On arrive en Australie, un circuit que Johan apprécie beaucoup. Johan part de la 2ème ligne, et dans les 2 premiers virages, il commence à se chahuter déjà avec Aleix Espargaro. À la fin du premier tour, Johan est 8ème. Petite info, mais le coéquipier de Johan est premier. Sauf que lui, il s'est équipé de pneus soft, donc les pneus les plus tendres de la gamme Michelin. Retenez bien cette info parce que ça va avoir un très grand impact sur la suite de cette course. Au 16ème tour, Zarco passe Marquez au bout de la ligne droite. Il récupère donc la 5ème position. Devant Pecco, il y a Brad Binder, Fabio Di Giannantonio et Jorge Martin qui est premier. Jorge Martin alors qu'il reste 9 tours à 3 secondes 3 d'avance. Mais je vous rappelle que Martin est chaussé de pneus tendres et là le rythme n'est plus du tout bon. Di Giannantonio, Binder, Bagnaia et Zarco reviennent à vue d'œil sur Martin. Au 22ème tour, Zarco passe devant Pecco. Il reste 3 tours et Johan passe devant Fabio Di Giannantonio. En fait, ça se voit que Johan lors de ce GP a une gestion de ses pneus exceptionnelle. Parce qu'on voit que les autres pilotes sont un peu en difficulté avec leurs pneus alors que Johan a un rythme excellent. Johan arrive à passer Binder de façon musclée. On arrive sur la ligne pour entamer le dernier tour et il y a seulement 4 dixièmes entre Jorge Martin et Zarco. Dans le 2ème virage, Martin est complètement en perdition. Ses pneus sont à l'agonie. Dans le 3ème virage, Zarco est complètement collé à sa roue arrière. Et au virage 4, Zarco lui fait l'intérieur. Johan lui fait un mini block pass et en passant, Pecco passe 2ème. Il reste encore la moitié du circuit à parcourir et Johan est premier. Directement, Johan prend une petite avance sur Pecco. Mais Bagnaia ne tente rien vu que la 2ème place lui suffit amplement. Vu que Jorge Martin avec qui il se bat au championnat est derrière lui. Il reste 2 virages et Johan n'est plus en danger avec Pecco. Depuis 2017, on attendait cette victoire. Après 7 saisons en MotoGP, Johan Zarco va enfin chercher sa première victoire. C'est beau parce que tout le monde vient le féliciter à la fin de la course. Même Aleix Espargaro pour vous dire. Aussi, qui dit victoire, qui dit backflip. He takes the adulation of the Aussie fans. Get ready, folks, because here we go. The Frenchman's backflip is back. And there it is, a welcome return. We've had to wait so long for it. Moto2. Ah ouais, excusez-moi, mais là il est obligé de le faire. À Valence, il finit par terminer 2ème pour bien terminer son aventure avec Ducati. Il réalise sa meilleure saison en MotoGP avec 225 points et termine donc 5ème. Oh, surprise!
Vous m'entendez? Bienvenue chez Castrol LCR Team. Johan est content de ses nouvelles couleurs et ça se sent. Mais il est aussi conscient de l'énorme défi qui l'attend. Le développement de la Honda se fera sur le long terme. Pour le Grand Prix inaugural disputé au Qatar, il termine 12e. Je vous le dis direct, ça va être un de ses meilleurs résultats cette saison. Au Portugal, c'est la catastrophe en qualif pour Honda. Les 4 Honda sont aux 4 dernières places. Les 4 dernières positions du Q1 sont occupées par les 4 Honda de plateau. Il n'y aura pas eu de miracle, Johan Zarco qui a 9 dixièmes, même chrono pour Mir, et derrière on retrouve plus loin Nakagami et Marini, encore une fois dernier. Et là c'est dur, parce que les Honda là, elles ont pris une sacrée claque. Je vous rappelle que Johan avait fait la pole ici même en 2022 avec la Ducati. Il arrive quand même à aller chercher le petit point de la 15e place en course, en grande partie dû aux accrochages qui ont eu lieu devant. Sinon Johan était vraiment très loin. Aux États-Unis, à Austin, il abandonne la course. À Jerez, il y a eu une lueur d'espoir. Lors de la sprint, Johan se sent vraiment bien avec la Honda. Dans le dernier tour de la sprint, il est 5e. Morbidelli dans le tout dernier virage lui fait l'intérieur. Johan essaie de le décroiser mais il perd l'arrière. Ça aurait pu être un résultat excellent pour Honda, mais Johan finit au tapis. En course le lendemain, Johan a un accrochage avec Aleix Espargaro. Oui, encore lui. Et là je vous laisse quelques passages de son interview à Johan avec Canal parce qu'il s'est lâché. Qui vient de descendre de la direction de course. Johan, on a vu cet accident avec Aleix Espargaro. Rassurez-nous, c'est quand même pas vous qui êtes fautif sur cet accident. Oh ben non, j'espère pas. Mais c'est ridicule, c'est la... Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y a Aleix qui attend ici. Bon, il se plaint, tu m'as doublé, en plus tu m'as doublé 3 fois, tu m'as touché 3 fois et tout. Et là j'essaye de t'éviter, du coup je tombe et déjà je t'ai pas touché. Et oui, je me bats parce que moi c'est les places que je peux jouer, je vais pas te laisser passer. T'étais moins avancé et c'est pas passé. Mais presque je t'en veux pas. Je lui ai dit, on n'est pas d'accord sur des sujets, mais je t'en veux pas. Et là t'as Freddy qui nous regarde les yeux dans le vide, en nous faisant comme si on était 2 petits gamins. Il veut nous faire quoi, une morale, ou il veut que je me plaigne d'Aleix en lui disant oui, donne-lui une pénalité, c'est pas bien. Mais non, c'est pas à moi de dire donne-lui une pénalité, c'est à lui de décider. Et après j'ai dit à Freddy, de toute façon, je t'aime pas. Du coup, tu fais ton job, tu le fais mal. Du coup, qu'est-ce que t'attends de moi? C'est ridicule cette... Et là, ils m'ont fait sortir parce qu'ils ont dit que je m'énervais. Au Mans, Johan se bat et va chercher les petits points de la 12e place. Je vous avais prévenu que la saison allait être très compliquée. Quand on compare ses saisons précédentes avec Ducati, il n'y a pas photo. Pendant la pause estivale qui se déroule du GP d'Allemagne au GP d'Angleterre, Zarco est invité par Honda pour faire une manche du championnat du monde d'endurance, pour disputer les 8 heures de Suzuka, et il remporte l'épreuve avec ses 2 coéquipiers japonais. Cette victoire a dû lui faire beaucoup de bien. En Indonésie, il va chercher la 9e place, il fait 12e en Australie où il avait gagné la saison passée, et son meilleur résultat de la saison arrive en Thaïlande avec une 8e place. La stat que je vais vous donner maintenant va faire très mal. Johan termine 17e au classement général avec 55 points. En fait, c'est marrant. Afin de terminer la course au mieux possible, j'ai mis du rythme et tout, et j'ai tenté. Et recommencer de 2 petits points, c'est toujours ça. Et après, c'est les fins de saison, ça fait toujours. C'est fait, c'est passé. What next? Je suis pas quelqu'un d'extrapole comme ça, du coup. J'aime bien, c'est agréable. Savoir qu'il va plus y avoir de pression pendant quelques semaines, ça reste agréable. He's doing something on YouTube that the people love it. Mais il va peut-être se faire taper sur les doigts. J'ai les boules. Je l'empêche. Ride the fucking bike. Ah oui, il est tombé dans le virage le plus rapide du circuit. Je suis pas ennuyé, quoi. Franchement, depuis 2023, on rigole beaucoup. Il y a une bonne équipe de furieux. Thank you.